Merci à Jean-Pierre Théry et à Gérard Viens d'être présents ce matin. C'était comment je vais dire, un pari, un défi, et c'est la première fois d'ailleurs que nous avons un duo dans ces amphis de la santé, puisque à la fois, vous les connaissez, chacun séparément, mais ensemble, c'est eux qui représentent la voix des patients au niveau de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé, l'un comme titulaire, l'autre comme suppléant, mais cette frontière existe peu puisqu'ils participent très exactement et ensemble à toutes les réunions, et aux réunions préparatoires et aux réunions plénières, même s'il n'y en a qu'un qui vote chaque fois. Voilà le premier aspect. Le second, c'était intéressant de voir et d'écouter leur lecture de la place des patients dans ce cadre dont on dit bien souvent qu'il est incompréhensible, fermé, abscon, obscur, opaque, etc. etc. Ah bon? Bref, que seuls les patients ne peuvent pas s'exprimer. Je rappelle que l'industrie, d'ailleurs, a été virée au moment où les patients sont arrivés dans cette commission, de fût-ce que ça doit être sûrement un hasard, sûrement une coïncidence, mais peut-être que vous avez aussi un regard lié à cette réalité. En tous les cas, merci d'être là ce matin. Je rappelle notre règle. La première demi-heure, c'est vous qui l'avez. La seconde, c'est avec Alain Marié, Gérard de Pouvorville et moi. On vous soumettra pas à la question, mais aux questions. Et ensuite... vous n'avez pas une demi-heure chacun, hein? Ah bon? Non, on avait compris. On avait compris. Réglé avec eux parce que, voilà, ils ont mis ça très au point. Donc, je vous laisse la parole. Alors, vous avez un micro. Tout à l'heure, pour les questions, je n'y reviendrai pas. Alors, il faut parler dans le micro parce que tout ça est naturellement enregistré. Mais ce n'est pas le micro qui enregistre, c'est votre voix qui compte. Bien, merci Michel. Bonjour. Ça me fait très plaisir de revenir ici, après quelques années, dans cette maison. Avant de commencer, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis là. Parce que finalement, ce n'était pas évident de se retrouver à la commission de la transparence et en représentant des patients et surtout des maladies rares. En fait, le point de départ, c'est que j'ai été concerné par la maladie rare parce que j'ai une petite fille qui a une maladie rare, qui s'appelle le syndrome d'Angelman, qui est c'est très lourd, très lourd. Déficience intellectuelle sévère, épilepsie sévère, absence de parole, problème de sommeil, enfin je ne vais pas continuer. Donc j'étais d'une manière ou d'une autre concerné. Forcément, je me suis intéressé à l'association correspondant à cela. Et puis après, je me suis intéressé à toutes les associations concernées par les maladies rares et je suis devenu vice-président de l'Alliance Maladies Rares. Et c'est par le passage au fait que j'étais vice-président de l'Alliance Maladies Rares que finalement j'ai été, on m'a demandé de participer donc à la commission de la transparence où j'ai retrouvé Jean-Pierre, et nous connaissions depuis longtemps. Et donc c'était très, très agréable. Comme nous allons parler du rôle des patients au sein notamment de la commission, il faut savoir qu'en France, comme d'ailleurs dans tous les pays où les patients interviennent, il y a essentiellement deux domaines sur lesquels les patients vont intervenir et pour lesquels la présence des patients est importante. C'est l'oncologie et ce sont les maladies rares. Juste des choses que vous connaissez parfaitement, mais une maladie rare, c'est moins d'une personne sur 2000. Il y a plus de 7000 maladies rares. On en trouve tout le temps. Mais il faut savoir que 50% des gens qui ont une maladie rare n'ont pas de diagnostic. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a 3 millions de personnes en France qui sont concernées par une maladie rare. À peu près 30 au niveau de l'Europe et 300 au niveau mondial. Et
80% finalement des maladies rares sont d'origine génétique et touchent d'abord les enfants. Bon. Par contre, pour ce qui vous concerne, il faut savoir que c'est un désert. On considère que 97-98% des maladies rares n'ont pas de solution thérapeutique, même partielle. Il y a actuellement 200 traitements plus ou moins spécifiques pour des maladies rares. Donc vous voyez que le futur est très important. Alors, en 2005, la France, dans son immense bonté, décide de faire venir les patients dans les instances de régulation et notamment à la commission de la transparence. Alors, on n'est pas très en avance là-dessus. C'était depuis 2005 que ça existait dans d'autres pays. Donc, on est intervenu 10 ans après. Hein? Les autres pays qui sont très concernés là-dessus, vous les connaissez, c'est l'Angleterre, c'est l'Écosse, c'est le Canada, c'est l'Australie, etc. C'est l'Allemagne maintenant, etc. Donc, voilà un petit peu le débat, le point de départ. Bon, il faut savoir quand même que faire venir les patients, c'est important parce que les patients ont un savoir spécifique. Le savoir spécifique, c'est leur expérience du vécu de la maladie. Le savoir spécifique, c'est qu'ils connaissent forcément les traitements existants. Et quand je dis les patients ou les malades, je parle aussi des aidants, puisque vous savez, comme très souvent, ce sont les aidants qui se substituent aux patients parce que ce sont des enfants ou parce que finalement, ils ne sont plus en état d'eux-mêmes de défendre leurs choses. Donc, les patients, ben, ils vivent le parcours de soins, mais je devrais dire plutôt, ils vivent le parcours de vie. Parce que quand vous avez si peu de solutions thérapeutiques, le problème sanitaire, il est important, mais enfin, il n'est pas prépondérant. C'est vivre avec sa maladie. Et c'est pour ça que dans le 3e plan national maladie rare, qui, nous l'espérons, va arriver, nous insistons beaucoup sur le parcours de vie. Et à ce niveau-là. Alors, il y a bien entendu une forte attente de la part des malades, des familles, des aidants vis-à-vis de traitements, mais cette attente ne concerne pas seulement des solutions thérapeutiques. Et cette attente, c'est également pour des améliorations de solutions partielles, pour avoir une meilleure efficacité des traitements, pour avoir des traitements qui soient plus supportables, bref, pour avoir une meilleure vie avec la maladie. Et on va le revoir, l'amélioration galénique n'est pas anodine. Et là, c'est sûrement une des choses d'ailleurs dans lesquelles on a le plus de mal à faire comprendre à nos petits camarades de la commission de la transparence. Mais nous allons y revenir. Car bien entendu, l'amélioration galénique peut avoir un impact sur la qualité de vie. Je fais tout de suite là, une remarque par rapport, je vais le faire plus tard, mais je vais le faire maintenant. Quand vous avez un traitement pour des enfants qui commence dès l'âge de 2-3 ans, qui se fait tous les jours, 365 jours par an, et qui suppose 4 injections par jour, une toutes les 6 heures. On a vu ça. Arrive un autre produit. Pas d'amélioration, en termes d'efficacité clinique. Sauf que, au lieu d'avoir 4 injections, une toutes les 6 heures, jour et nuit, et vous voyez ce que ça veut dire pour les aidants, en dehors des patients,
c'est 2 injections par 24 heures. Soyons clairs, il n'y a pas de progression en termes d'efficacité clinique. Il n'empêche que là, c'est fondamental. Ben, ce n'est pas facile à faire reconnaître comme étant, quand je dis reconnaître, pour progresser dans la SMR. Hein, d'accord. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça qui est intéressant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure au début que dans tous les pays où il y a participation des patients, cette participation, elle est vraiment, on la voit et on la constate essentiellement dans les maladies chroniques lourdes, et, telles que le cancer, et dans les maladies rares. Dans les maladies rares, pourquoi? Parce que il n'y a que les patients, les représentants de patients, qui peuvent faire toucher la réalité de vivre avec cette maladie, parce que par définition, les membres d'une commission ne peuvent pas connaître les 7000 maladies. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils les connaissent en tant que telle maladie, mais pas sur ce que ça veut dire comme retentissement. Donc la présence, elle est très importante, et elle est considérable. Et puis on a tous l'idée que l'important, c'est de mettre de l'humain dans le processus d'évaluation. Et puis on a tous l'idée qu'une bonne prise en charge de la maladie et de la qualité de vie des malades devrait avoir un effet positif sur les résultats médicaux et sur l'efficacité des traitements. Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le malade est plus engagé, il est plus communicant, il est plus observant. Et donc, ça a un impact sur le résultat. Ça peut amener, par exemple, à moins de réhospitalisation, parce que étant plus observant. Alors, quand je suis arrivé à la commission, je me suis posé vraiment la question, on avait discuté, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais intervenir? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, je suis un pauvre économiste, et en plus, je n'ai pas le droit de parler d'économie à la commission de la transparence. C'est quand même... ça nous gêne quelquefois, d'ailleurs. On a un peu transgressé. On transgresse de temps en temps, parce qu'on n'en peut plus, je veux dire. Et donc, moi, je me suis dit, je vais poser, et nous nous sommes dit, je vais poser qu'une seule question. Et la qualité de vie. Bien sûr, nous avons des dossiers merveilleusement faits. Sauf sur un point. La qualité de vie, 0. La qualité de vie, 0. Alors, si il faut que je cherche dans les effets indésirables et dans oui, essentiellement effets indésirables. Et ah oui, alors là, il y a un petit truc, pas d'impact sur la qualité de vie. En général, ça se termine comme ça. Bon, alors après, on va dans le dossier plus... Ah oui, il faut que je me dépêche. Pardon. C'est vrai que tu as raison de le dire. Et donc après, on va donc un peu plus loin, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de... Il y a très très peu de choses. Les laboratoires ne sont pas responsables de ça. Parce que c'est un critère qui n'était pas pris en compte. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce soit pris en compte. Et alors, on a obtenu 2 choses. On a obtenu que maintenant, le rapport que fait la direction d'évaluation sur les dossiers et qui nous est présenté mentionne la qualité de vie. Au début, il n'en mentionnait que lorsqu'il y avait quelque chose sur la qualité de vie dans le dossier. Mais qu'il mentionne notamment, moi je veux qu'il mentionne même quand il n'y a rien, pour montrer qu'il n'y a rien sur la qualité de vie. Donc ça, c'est un point important. Alors, depuis donc 2015,
on est arrivé, 2016, depuis novembre 2016, les associations de patients sont invitées à amener un dossier, répondre à un questionnaire, dans lequel ils vont parler, d'abord ils vont dire quelle méthode ils ont utilisée pour remplir le questionnaire, puis ils vont dire finalement quel est l'impact de la maladie, quel est sur l'état de santé, quelle est l'expérience avec les thérapeutiques actuelles, autres que celles évaluées, et ils vont parler également de l'expérience avec le médicament qui va être évalué. Alors la plupart du temps il n'est pas en France, mais sauf que les associations sont toutes en relation avec d'autres associations dans d'autres pays, et quelquefois, il est déjà évalué. Donc c'est ça. Et lorsqu'on a ça, et j'ai presque fini. Donc, lorsque c'est présenté, au début, nous lisions la conclusion du rapport présenté par les associations à la commission. Et puis après, on a dit que finalement, nous n'étions pas très pour ça. Donc, nous voulons que ce soit la direction d'évaluation et les représentants qui lisent les conclusions du rapport, de telle façon, parce que nous ne sommes pas des représentants de l'association sur cette année, nous sommes des représentants beaucoup plus de la société civile. D'ailleurs, dans les autres pays, il y a deux types de patients qui interviennent dans les commissions. Il y a les patients permanents qui représentent de fait la société civile et qui participent à la démocratie sanitaire, et puis il y a les représentants de l'association concernée, qui, à la différence de ce qui existe en France, viennent présenter eux-mêmes le rapport et viennent discuter avec la commission. En France, ce n'est pas encore ça. Je pense qu'on devrait y venir. Donc voilà l'évolution que l'on voit apparaître dans la commission. C'est passionnant. Il y a beaucoup de choses à faire. Et on est un peu en terre de mission. Hein? Je m'arrête là. J'avais d'autres choses à dire, mais je ne le dirai pas. On va le dire après. Bon, il me reste 5 minutes. Non. Oui, Alors, ah bah oui. Non. Pardon. Donc la configuration, la configuration dans laquelle on est maintenant, c'est exactement celle dans laquelle on se retrouve un mercredi sur deux à la commission de la transparence. Absolument. Donc, Gérard parle beaucoup et toi tu n'as plus rien à dire. Non. je laisse beaucoup parler, parce qu'il a plus de poids que moi sur certains sujets et en général. Mais donc ça veut dire qu'on travaille vraiment de concert, qu'on est à peu près d'accord sur tout jusqu'à maintenant. Que je suis, moi, personnellement, si c'est un dossier de maladie rare, c'est pas pour rien qu'on est l'un à côté de l'autre, et je me tourne évidemment vers Gérard. Et voilà. Donc, je veux dire, donc on est en synergie, on va le rester. Et donc, une des raisons pour lesquelles, plutôt que de parler de la commission de la transparence, parce que Gérard l'a bien fait, moi, juste en propos liminaire, je veux juste lancer le débat sur la démocratie sanitaire, d'abord en me présentant. Donc, moi, je suis arrivé... Alors, j'ai été proposé à la commission de la transparence par le CIS, qui est devenu France Asso Santé. Et vous savez qu'en réalité, on est intuitu personné à la commission de la transparence. Donc, c'est un statut un peu particulier qui me va bien parce qu'en réalité, je suis conseiller médical de France Asso Santé, mais c'est sous contrat, c'est-à-dire comme consultant. Mon métier principal étant consultant dans le domaine de la e-santé. Et c'est parce que j'ai travaillé dans la e-santé que je suis arrivé à France Asso Santé, mais avant au CIS, en passant par une association qui s'appelle Le Lien. Donc vous avez reçu Alain-Michel Serretti. Et je suis arrivé au Lien parce que j'ai commis, il y a une dizaine d'années, un rapport pour la Commission européenne qui s'appelait e-Health for Safety, en quoi l'informatique de santé peut améliorer la sécurité des patients. Donc mon thème, à travers Le Lien, c'est porter une sensibilité qui est celle des erreurs médicales évitables, de la surmédicalisation et ce qui est venu à la mode des 25 à 30% d'examens inutiles qui peut permettre au système de santé de dégager des marges de manœuvre importantes au moment où on voit un retour de l'innovation, que ce soit en cancéro, notamment dans les maladies rares, mais peut-être évidemment dans d'autres pathologies.
Donc une fois qu'on a dit ça, donc vous connaissez France Asso Santé, j'y reviendrai pas. Il y a plusieurs sensibilités. Il y a des interactions avec des associations qui commencent à être en tant que partie prenante. La différence, c'est un expert de la commission de la transparence ou aucun lien d'intérêt. Une partie prenante peut avoir des liens d'intérêt, notamment avec les industries de santé. Les associations qui contribuent à une évaluation d'un médicament à la commission de la transparence remplissent un document cadre et déclarent l'ensemble de leurs liens d'intérêt puisqu'on leur demande leur financement. C'est un domaine qu'on va trouver dans l'agrément des associations de santé. Et France Asso Santé réunit aujourd'hui 77 associations qui ont été agréées par le ministère de la Santé. Donc, par rapport à ce qu'a dit, surtout à la fin de son propos, Gérard, la démocratie sanitaire est une caractéristique du système de santé français. C'est comme ça dans beaucoup de systèmes. En dehors des États-Unis, où il n'y a pas de notion de démocratie sanitaire, parce que dans un marché pur, dur et parfait, en réalité, le règlement des différends se fait par voie donc juridique, enfin principalement entre avocats, très rarement devant un juge. Donc nous, on est dans un système européen où cette démocratie sanitaire, au cas particulier de la commission de la transparence, et demain dans d'autres commissions, et c'est une revendication assez forte d'associations de patients et d'usagers et de France Asso Santé, je parle notamment du CEPS, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Je sais que vous avez évidemment également accueilli M. Planel. Donc c'est d'introduire la société civile et notamment les représentations de patients dans des instances de décision, quels qu'ils soient. Donc le leitmotiv, c'est « rien sans nous ». C'est le leitmotiv des associations de patients. Alain-Michel Serretti parle de contre-pouvoir, très explicitement. Et dans une partie des dossiers où on peut être appelé à intervenir, notamment dans le cas de la commission de la transparence, Gérard a parlé de la qualité, par exemple, de l'impact du galénique, mais il y a aussi d'autres aspects à la fois méthodologiques, par exemple, ou qui dépassent le cadre strict de la commission SMR à SMR. Mais dans la SMR, il y a une notion également d'accès. Oui. Même si on est interdit de regarder la dimension économique d'un médicament, Gérard et moi, sous ton contrôle, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien entre la SMR, ce qui est en aval, c'est-à-dire la négociation avec le CEPS, qui va conditionner en grande partie, pour certains médicaments de façon très critique, l'accès aux médicaments pour les patients sur le marché. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, et juste pour terminer ce propos liminaire, moi, quand j'interviens en tant que conseil dans France Asso Santé, c'est sur le champ de la e-santé, c'est pas tout à fait étonnant, c'est dans le champ du médicament, et plus précisément, et dans la santé publique en général. Enfin, donc, il y a un certain nombre de salariés qui dégagent des actions sous le contrôle d'un bureau, n'est-ce pas? Donc, j'interviens en support. Quand j'interviens en support, une des expériences récentes qui est quelque part en lien avec le médicament que je veux répercuter ici, c'est que nous avons comme thème privilégié, avec l'engagement de quelques associations d'ailleurs activistes et qui dégagent un plaidoyer dans ce domaine, une réflexion autour du prix du médicament qui se prolonge dans les collaborations internationales, principalement au niveau européen, avec des associations reconnues à Bruxelles, mais qui, pour des raisons techniques, les deux, que ce soit European Patient Forum ou EFA, qui représente un consortium de santé publique, ne seront plus financés à partir de l'année prochaine par la Commission européenne. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et sur le prix du médicament, je vais juste terminer ici. On a eu une réunion tout à fait intéressante. Donc quand on organise des réunions, puisque dans la mission de France Asso Santé, il y a la formation des associations et des usagers. Enfin, en l'occurrence, au niveau national, c'est la formation des associations sur des thèmes qui sont parfois très techniques, avec évidemment beaucoup d'invités représentant les différentes institutions ou les parties prenantes. On a eu une réunion, on a eu un meeting d'une journée très intéressante où on a posé comme équation que l'accès était dépendant de 4 facteurs principaux. L'accès aux médicaments, alors, ça dépend. Enfin, on leur a donné des scénarios d'évolution possible face à la problématique de l'évolution du prix, dont le démarrage pour les associations d'une façon générale et à France Asso Santé date récemment du Sofosbuvir,
de la molécule Sovaldi, mais en réalité, historiquement, avec des associations comme AID, fait partie du plaidoyer, notamment de AID, qui était à l'origine au niveau international de l'accord de Doha sur un certain nombre de mesures internationales qui a permis de contrôler le prix des médicaments, notamment en introduisant les licences d'office dans un certain nombre de pays. Et donc les quatre facteurs où on a demandé aux associations de s'exprimer. Il y en a un qui était sur la pertinence des actes. Est-ce qu'on doit améliorer la pertinence des actes pour dégager des marges de manœuvre? Ça a été un vote presque soviétique, tout le monde est d'accord. On a dit si on n'arrive pas à contrôler le prix des actes, est-ce que vous êtes d'accord pour l'augmentation du reste à charge? On appelait un peu le scénario américain, et bien là, il y a eu un vote soviétique exactement dans l'autre sens. Personne n'est vraiment d'accord pour voir augmenter un reste à charge. Et il y avait une quatrième variable que j'ai oubliée, mais la plus importante. La somme des deux. Merci de me sauver la mise, Monsieur Hanoun. Et donc, il y a une variable où on a eu aussi un consensus assez fort, c'est demander des prix réalistes aux industriels. Voilà. Bien, écoutez, sur ces paroles fortes, on va vous remercier de votre introduction. Donc, vous avez posé plus de questions que d'apporter de réponses, donc on va vous en reposer d'autres pour avoir quelques réponses. Oui, je pense qu'il va y avoir plein de questions. Alors, je vais essayer de poser peut-être trois questions assez brèves. Est-ce que tous les deux, vous pouvez citer un des dossiers sur lesquels vous avez travaillé, sur lesquels vous pensez avoir eu un impact important? Première question. Est-ce que, depuis que vous êtes là, est-ce qu'il y a un dossier, est-ce qu'il y a eu vraiment un dossier sur lequel vous avez fait une bagarre monstrueuse pour obtenir le remboursement? Je ne parle pas de la SMR, ça c'est un peu la deuxième question. C'est est-ce qu'il y a eu des challenges sur l'obtention d'un remboursement sur un certain nombre de produits? La troisième question est je crois que tu y as répondu, Jean-Pierre, donc c'est un peu autre chose. Au fond, est-ce que le CEPS ne devrait pas vous ouvrir les bras dans la mesure où votre discours, finalement, c'est de faire pression sur les industriels pour faire baisser les prix? Non. Donc, c'est ce que Jean-Pierre Thierry a dit récemment. On comprend pourquoi, puisque... Et notamment, du coup, quelle serait la position d'une association de patients, des représentants de l'association de patients? C'est un peu compliqué, notamment sur des produits maladies rares, par rapport, au fond, à la méthode utilisée principalement aujourd'hui sur l'accès aux produits dans le cadre de pathologies rares, qui est de caper, en fait, le budget disponible. Quelle est votre position sur cette question, sachant que jusqu'à présent, ça se traduit... Est-ce que ça se traduit dans les faits, Gérard, est-ce que tu as pu regarder ça, par des difficultés d'accès liées au fait qu'il y a un capping, en fait, du budget, ou est-ce que finalement, le fait que l'industriel finance au-delà du cap garantit malgré tout l'accès et que ce n'est pas une si mauvaise méthode que ça pour les finances publiques? Voilà, 3 questions. Alors, 3 questions apparemment courtes. C'était un peu long. Non, je reprends tout de suite la dernière. Compte tenu du fait qu'il y a très peu de dossiers touchant les maladies, on a peu d'éléments. La seule chose que l'on peut dire, c'est que dans une certaine mesure, il n'y a pas eu pour le moment, on n'a pas vu pour le moment où il y aurait finalement un cap ou un nombre maximum de patients touchés, parce qu'on est sur des populations qui sont courtes. Pour le patient qui est en lui-même, bon, on est sur, globalement, on est aux alentours, pour des maladies rares, il faut savoir, on est aux alentours de 700, 800 personnes, et encore. Bon, donc pour les maladies rares, le problème, et de toute façon, pour le patient lui-même, il est pris en charge. Donc, dans une certaine mesure, ça ne s'applique pas. Ça s'applique par contre à l'oncologie, etc. À ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a eu des bagarres? Non, d'abord parce que les gens, on est très civils. Non. Je veux dire, moi, je voudrais quand même insister sur une chose, c'est qu'on a été très bien accueillis par la commission. On n'a pas eu j'allais dire, une sorte d'ostracisme, etc. Donc, il n'y a pas de bagarre. Il y a une écoute qui est plutôt favorable. Là où il faut qu'on travaille, on l'a vu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure,
faire reconnaître quelque chose qui est au-delà de l'efficience clinique comme étant un avantage considérable. Et on a encore eu quelquefois des remarques du style on va quand même pas valoriser la galénique. Ceci pour vous expliquer, hein, je crois que... Ça. Par contre, je veux pas qu'on va pas parler de dossier. On ne peut pas. On peut pas. Donc on ne parlera pas de... Non, ça c'est un... Par contre, juste rappeler ici que alors oui, on est tenu à un discours, on est tenu à une clause de confidentialité sur ce qui se passe. Alors justement, j'allais y venir. Non, nous, à titre personnel. Attendez. Ah mais vous avez le verbatim. Le nom de la commission à titre personnel, on est tenu à. C'est pour ça que je parlais d'opacité. À titre personnel, alors c'est. Taper tous les verbatims pour comprendre que. Absolument. Et le verbatim arrive très directement à certaines parties prenantes et très rapidement. Effectivement, il est mis en ligne dans des délais, moi je ne connais pas très bien, qui peuvent être 3... Non, c'est des procédures, c'est des règlements internes de l'HAS. Je vais juste quand même répondre indirectement à la question. La commission de la transparence donne un avis. Les verbatims peuvent être lus. La décision finale revient au ministre de la Santé. Et donc je pense qu'il y a 2 ou 3 dossiers où la décision du ministre de la Santé a été influencée par l'activisme des associations de patients et leur contribution au débat. C'est ça, genre les Votirox. Non, pas les Votirox. L'activisme des associations en dehors de la transparence À la fois parce qu'on les représente quelquefois de façon quand même dynamique, oui, Gérard. Donc parce qu'il y a, comme l'a dit Gérard, c'est un lieu ouvert de débat. Même s'il y a des verbatims, on peut oublier qu'il y a des verbatims. Donc c'est non mais vous avez raison. Non mais vous avez raison. Il y a des ambiguïtés peut-être à ce niveau-là. Vous savez que le verbatim, c'est une compensation de la sortie du LEM de la commission de la transparence dans la négociation, dans le comité d'interface avec les industriels. Mais en même temps, ça profite à tout le monde. Nous, on demanderait que les associations aient aussi rapidement le verbatim que les industriels. Voilà, ça c'est au passage. Je peux juste... Oui. Je voudrais juste dire une chose. Je rappelle que, pour le moment, l'association peut faire une communication, on va remplir le questionnaire, que si le laboratoire est d'accord. Ce qui est scandaleux. Attendez, à partir du moment où un laboratoire dépose un dossier, je ne vois pas pourquoi il faut leur demander l'autorisation pour que l'association puisse intervenir. Donc, pour le moment, c'est comme ça parce qu'il y a un problème plutôt d'ordre réglementaire, juridique, mais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse évoluer. Parce que c'est pas... Mais je rappelle ça quand même. Alors, Alain Marle. Oui. Alors, 2 questions brèves. Naïf, comme d'habitude. Oh, je te connais. Bon, la galénique et la qualité de vie, on sait que les autorités ne sont pas très réceptives à ces mots-là. Mais pourquoi une spécificité des maladies rares? Parce qu'en fait, ça peut se poser de façon différente, mais aussi prégnante pour les pathologies chroniques, par exemple. Et puis, deuxièmement, j'ai cru comprendre que vous ne parliez pas d'économie à la Commission de la transparence, sauf quand vous trichiez. Et puis, très vite, on a parlé des prix. Alors, ça fait partie de la petite opacité de la transparence. Vous n'en parlez jamais des prix à la transparence? Non. Enfin, non, si on en parle, c'est immédiatement fermé dans le débat, puisqu'on n'a pas ce mandat. Quoi. Oui. Alors, juste pour aller tout à fait en temps, là où on entend le prix de façon indirecte qui est mis en avant, c'est notamment sur les dossiers d'oncologie, où les représentants membres de la commission qui sont des spécialistes dans le domaine ne peuvent s'empêcher de dire attention, si vous mettez tel niveau d'ASMR, ils ne seront pas sur la liste en sus. Ou au contraire, c'est quand il y a renouvellement, ils ne seront plus sur la liste en sus. Donc là, voilà, je voulais juste préciser ça parce que ça, on l'entend souvent. Mais sinon, non. Je crois que la seule chose qu'on arrive quelquefois à faire, et ça, pour ça, Jean-Pierre est remarquable, c'est il dit par rapport à ce qu'on remarque dans d'autres pays, voilà ce que ça, voilà à peu près qu'est-ce que ça veut dire comme prix. Moi, personnellement, j'ai du mal à déconnecter l'intérêt de santé publique et
très difficile à valoriser à la Commission de la transparence. Si on me parle d'intérêt de santé publique, je pense accès. Bien sûr. En grande partie. Oui. Et si je pense accès, je pense impact de la SMR. Or, en même temps, le fait que la Commission de la transparence doit uniquement juger sur des données scientifiques, alors je vais revenir sur ce terme, c'est-à-dire sur des données de publication dans des revues à comité de lecture, est en soi déjà un job énorme et très important. Alors, juste pour citer la cancérologie, le consensus général, le nôtre en tout cas, je ne vais pas parler pour les autres, sur la cancérologie, c'est de voir même sur une période de 2 années, c'est de voir un affaiblissement continu du niveau de preuve des publications proposées par les industriels. Alors, on n'est même pas sur la qualité de vie ou sur ce qu'on appelle les PROM, Patient Research Outcome. En réalité, tout le dispositif réglementaire international, on a l'impression qu'il va exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire en diminuant le niveau de preuve des publications et de la documentation scientifique qui arrivent à la Commission de la transparence. Ce qui fait qu'un statisticien, et on en a un, peut non pas être déprimé parce que c'est... mais donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut interroger. C'est accompagné par une grande réforme qui s'appelle the 21st Century Cure Act aux États-Unis. Vous savez où les études de niveau 3 vont devenir facultatives. Donc plus de... Alors, elles le sont, mais quand elles le sont, donc, oui, elles le sont méthodologiquement si on commence à critiquer la taille des populations, l'absence de données de vie ou la période de 10 ans sur les thérapies ciblées, où on a eu le maximum d'études sur des critères de substitution, où en fin de compte, les rares cas, il y a eu quelques cas historiques où les études en virale ne retrouvaient pas du tout les effets supposés à partir des critères de substitution, comme la survie sans progression. Donc nous, on est là éventuellement pour rappeler qu'il y a 2 critères qui sont importants, c'est l'allongement de la durée de vie et la qualité de vie. C'est les 2 critères importants. Soyons clairs, quand on voit arriver des produits avec 40 jours de survie sans progression supplémentaire, la question vient tout de suite, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Donc, sur une population qui, en général, a 10 à 15 ans de moins que la population qui sera traitée en moyenne et qui a quasiment pas d'autres pathologies que celle qui est traitée. Donc, il y a aussi un problème dans la baisse du niveau de preuve, il y a le problème de la reproductibilité des études. J'ai mal entendu, vous n'avez pas répondu à ma première question. Parce qu'on l'a oublié. On l'a fait, oui. Sur la qualité de vie, la galénique au profit des maladies rares. Oui, oui. Faire bénéficier les maladies inconnues. Oui. Ah non. Alors là, soyons clairs, on intervient sur toutes les maladies, pas uniquement pour cet aspect-là. On a eu des cas où, par exemple, il y avait un problème majeur touchant à la galénique, un progrès majeur dans une maladie qui n'est pas du tout une maladie rare. Non, ça c'est un leitmotiv constant. Alors, deux ou trois petites questions. La première, je crois que c'est Gérard Viens qui a dit « Nous sommes les représentants de la société civile. » Et nous, on est quoi? Première question. Vous êtes partie prenante? Non, mais parce qu'on ne se sent pas représenté nécessairement par ceux qui ont été désignés dans des situations, puisqu'on parle de démocratie sanitaire, au fond, c'est le mode de désignation que j'interpelle. Premier élément. Deuxième élément, vous évoquez, qu'on soit clair, non, mais t'as raison. Transparent. Oui. Deuxième élément par rapport à ça, bien sûr, vous n'avez aucune influence officielle sur la fixation des prix et donc sur les aspects économiques. Sauf que vous avez plus que ça. Vous avez une espèce d'autocensure qui est liée au fait que quand on constate les niveaux de SMR ou d'ASMR qui sont proposés, c'est le dialogue permanent entre mon bras droit et mon bras gauche, le CEPS et la Commission de la transparence, qui dit au CEPS, si vous aviez eu une note meilleure, évidemment vous auriez un prix meilleur, et c'est le chat qui se mord la queue, sans la souplesse adaptée à ce que représentent les circonlocutions de l'administration. Donc, est-ce que c'est une vue de l'esprit que la lecture que je fais, ou est-ce que c'est en réalité quelque chose qui nous paraît évident vu de l'extérieur, vu de la société, pas forcément civile? En tous les cas, il y a un problème. Et troisième, à la fois petite question, on a l'impression que les seuls responsables de tout ce qui ne va pas,
ce sont les industriels. On écoute le discours, l'objectif c'est de faire baisser les prix, c'est plus d'améliorer la qualité de vie, c'est plus de proposer des médicaments qui vont soigner, qui vont guérir, etc. Non, c'est de baisser les prix. Est-ce que ce discours-là ne vous paraît pas d'une manière ou d'une autre décalé et puis au fond crée des lézardes dans les murs de l'indifférence réciproque? Il y a deux questions. Oui, il y en avait trois. Ouais, trois. Ouais. Sur la représentativité, il n'y a pas de solution idéale. Encore une fois, la CT donne un avis, donc derrière, la main revient au ministère de la Santé. Sur la SMR, globalement, quand on essaye... Le ministère de la Santé se cachant derrière les avis des uns et des autres. Il en tient compte. Oui. Non, mais et moi, ce que je retiens de la démocratie, il n'y a pas de gold standard scientifique dans ce domaine. Oui. C'est-à-dire, on fait au mieux. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, l'ASMR, la décision d'ASMR, le SMR, c'est un peu plus compliqué parce que c'est parasité par un SMR faible, même si c'est dans un ALD, ça n'a pas beaucoup de sens. Bon. Donc tout ça est dans le rapport Polton, dans des perspectives de réorganisation de cette procédure qui n'a pas abouti. Mais l'ASMR, globalement, c'est best effort scientifique avec ce qu'on a. C'est-à-dire que, globalement, l'aval et la négociation du PS impactent peu les décisions de la commission de transparence comme groupe, même si, à un titre ou à un autre, par exemple, quand on essaye de l'influencer. Moi, je me souviens, sans citer de nom, j'étais pour un ASMR 4 pour ne pas faire jouer les prix européens parce que c'était une première classe, un premier médicament dans une classe thérapeutique qui allait fixer le niveau de prix pour un médicament qui est au niveau international, puisqu'un pays, le deuxième pays le plus riche d'Europe, a décidé de ne pas le financer. D'accord ? Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, mais ça ne passe pas. Les États-Unis ne participent pas à l'accord de la COP21 parce que c'est pour alors, maintenant, intelligent. Ça, c'est le deuxième. Maintenant, sur le prix du médicament, Alors d'abord, je voudrais dire qu'historiquement, les associations de patients, leur vision et leur plaidoyer, qui reste un plaidoyer fort, c'est l'accès à l'innovation. Oui. Donc par exemple, l'ATU est extrêmement bien vue, etc. Donc cette partie-là, elle n'est pas remise en cause. Mais dans le même temps, il y a une prise de conscience que si on ne contrôle pas le prix du médicament, c'est notre système de solidarité qui risque de voler en éclats. Donc la non-soutenabilité du système de santé, liée notamment au prix de l'innovation, est intégrée chez beaucoup d'associations de patients, à côté duquel mon discours est vraiment de l'eau tiède. Vraiment de l'eau tiède. Il y a des recours sur les extensions de brevets en ce moment. Il y a des démarches activistes avec des happenings dans un certain nombre de pays. Et tout ça est alimenté pour deux raisons. D'abord parce qu'on a besoin d'accéder aux vraies innovations. Je vais très rapide. Mais on a aussi besoin de contrôler le surcoût lié aux innovations moyennes. Et tout ça se finit sur un élément qui a vraiment changé la donne, c'est la prise en compte de la rentabilité des industries pharmaceutiques. D'accord ? Donc alors je n'ai pas ici la référence. L'Institut de médecine vient de sortir un rapport sur le prix du médicament qui compare la rentabilité de l'industrie pharmaceutique à d'autres industries aux États-Unis uniquement pour les sociétés cotées. Donc elles sont en numéro 1 pour les bio et 4 pour les génériques. Et entre les deux, il y a alcool et tabac. Donc c'est à peu près 28%. Donc si vous voulez, donc ce problème de rentabilité extrême qu'on peut expliquer pour plein de raisons, mais là on sort de la commission de la transparence, est devenu une problématique pour beaucoup d'associations de patients, a été internalisé, et ce qui est en cause, parce que c'est vraiment dans le plaidoyer des associations françaises et européennes, c'est le maintien des systèmes de solidarité. Donc il y a une composante morale, politique très forte derrière la maîtrise du prix du médicament. Et en même temps, on sait qu'il faudra privilégier l'innovation, et on est conscient que beaucoup d'innovations très importantes arrivent sur le marché. Le problème, c'est si ça a été fait par une PME de 100 personnes qui a été rachetée 11 milliards ou 15 milliards, on sait que les prix sont construits par la spéculation financière, ni par la... Et tout ça peut braquer un certain nombre de gens. Pourquoi vous ne proposez pas la nationalisation ? Premièrement, de la recherche, deuxièmement, du développement, troisièmement... Parce qu'au fond, il n'y aurait pas les inconvénients que vous évoquez. Quand l'Italie dit je produis le Sovaldi dans une usine militaire italienne, au final, ils ont négocié le prix à 7 000 € et nous, on est toujours à 24 000. En fait, 7 000, non, c'est 4 000 en réalité le prix. Et tout ça passe dans la presse. Mais pourquoi c'est pas national ? Après, pourquoi le Benelux et l'Autriche se mettent ensemble et pourquoi il y a des... Donc, il y a un vrai sujet.
Moi, j'étais dans une table ronde, il y avait Bizarre, donc ça me rappelle. Ouais, vous avez Bizarre. Donc je dis, tout de suite, on peut pas dire il y a le spectre de la nationalisation communiste quand on est en face. À la limite, non, je sais, mais à la limite, c'est le système capitaliste vertueux qu'il faut sauver, c'est-à-dire le capitalisme industriel. Et le problème du prix du médicament, c'est qu'il est aux mains du capitalisme financier. Donc il faut sauver cette industrie. Qui est en général rénant, il n'y a pas de commission de la transparence. Et il n'y a pas tout le système à la française. Donc, il y a des négociations très dures dans les assurances. Il nous pose un problème aujourd'hui. Avec le payeur. Il nous pose un problème aujourd'hui. Ils n'utilisent pas des intermédiaires. Ouais. Avec 30 milliards d'excédents de la branche assurance maladie, ils s'interdisent de négocier le prix des médicaments de maladies rares. Oui. Donc, mais c'est à peu près les seuls en Europe dans cette situation. J'essaie de rester dans mon rôle et de vous rappeler qu'il n'y avait que 15% sur l'ensemble des dépenses et c'est les seuls sur lesquels on se focalise. Il y a quand même 85% par ailleurs qui ne sont pas le médicament, mais ça, c'est plus difficile. Bien sûr. On va passer aux questions. Alors, 1, 2, 3. Oui. Alain Rose, Sarkoza. J'ai beaucoup apprécié vos présentations par rapport à la commission de transparence. Et Alain Rose, il y a un point, c'est effectivement quand un produit arrive à la commission de transparence, en fin de compte, les critères qui avaient été demandés pour qu'il obtienne l'AMM ne sont pas ceux qui vont être les plus pertinents pour la commission de transparence. Dans le sens où la qualité de vie, c'est rarement demandé dans les critères durs pour avoir une AMM. Donc à partir de là, on a un décalage complet entre le dossier d'AMM et les firmes qui sont essentiellement avec une réflexion internationale et donc qui ne voient pas l'intérêt majeur que peut représenter l'avis de la commission de transparence, vont avoir du mal à développer des études dans lesquelles la qualité de vie va être présente, alors qu'en pratique, effectivement, c'est un critère qui est fondamental. Et c'est vrai que la commission de transparence, quand on étudie l'ensemble des avis de la commission de transparence depuis 2001, depuis la date où ils sont mis en ligne, on voit que quand il y a vraiment des études de qualité de vie qui ont été faites, la qualité de vie est prise en compte. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on regarde sur les dernières années, la qualité de vie, c'est quasi, comme vous l'avez dit, quasiment zéro. Donc on voit bien qu'il y a une problématique de la compréhension des firmes par rapport à l'enjeu que peut présenter la commission de transparence et la présentation de données qui serviraient à obtenir des ASMR 4. Non, mais je crois que vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que j'ai dit que le constat que l'on faisait s'expliquait parce que, vous avez parlé de la commission d'AM et de la transparence, la qualité de vie ne rentrait pas en ligne de compte. Maintenant, il me semble difficile qu'un industriel oublie le principe de la qualité de vie maintenant, même si au niveau de l'AMM, ce n'est pas formellement reconnu, il pense quand même à l'accès au marché. Il me semble que l'accès au marché, maintenant, en tout cas je le souhaite, la qualité de vie soit un critère. Et j'ai l'impression, je connais très mal bien entendu le secteur, mais j'ai l'impression que petit à petit ça va... Oui. Sauf si la qualité de vie est un critère qui devient majeur pour la décision. Alors à ce moment-là, même les financiers peuvent comprendre qu'ils ont intérêt à y mettre du temps. Donc je veux dire, c'est un problème d'équilibre. C'est clair. J'ai juste besoin d'un commentaire sur ce point, parce que là, il y a un peu d'asymétrie. Vous avez les dossiers, vous les regardez tous. Je ne connais pas beaucoup de dossiers aujourd'hui présentés par les labos où il n'y ait pas une dimension qualité de vie qui a été prise en compte dans les essais cliniques, même si ce n'est pas parfait. Là, en oncologie en particulier. On n'arrive pas à démontrer des choses flagrantes. On n'a pas encore vu beaucoup, hein. Je veux dire honnêtement. On voit depuis oui. Non, mais attends. Quand tu vois qualité de vie, hein, et nous on part que des publications. Absolument. Dans des revues à comité de lecture. Hein? Oui, mais dans le dossier. Hein? Non, alors, ouais. Là c'est l'AMM, ça. Oui, dans le
Oui, mais nous, on n'est pas... Moi, je veux dire, la FDA a 100% d'autorisation depuis un an en AMM, 3 mois avant l'EMA. Oui. D'accord. Donc derrière, alors, je ne sais plus, quelqu'un a dit, tu te rends compte, il a parlé de l'HTA, Health Technology Assessment, c'est le rôle de la HAS en France, IQVIG en Allemagne, NICE, comme le premier filtre. Donc, la FDA 3 mois avant l'EMA suit 3 mois après, avec des taux d'autorisation en ce moment sur des dossiers bien faits, hein, je ne parle pas, de 90 à 95 à 100%. Donc derrière l'HTA, prend ou pas. Mais quand ça arrive à l'HTA, on regarde que ce qui a été publié sur des méthodologies avérées. Donc, l'AMM nous dit la balance bénéfice-risque est bonne en regardant surtout la partie sécurité. Quand on regarde les publications, en cancéro, c'est rare quand il y a la qualité de vie. Souvent, il n'y a même pas le bon comparateur qui est, par exemple, une prise en charge précoce en soins palliatifs. C'est très rarement pris comme comparateur. Mais, Pardon? Ah bon? J'ai lu des NIT où il y a non, mais attends. des qualités de vie qui sont associées aux essais cliniques. Alors, si c'est celle de l'AMM, comme tu dis, et si elles ne sont pas prises en compte c'est pas fréquent. Hein. Non, c'est pas fréquent. Honnêtement, parce qu'on regarde quand même. Hein. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Généralement, ce que fait la commission de transparence, du point de vue technique, c'est que retocage, parce que les conditions du protocole ne sont pas avérées. Non, mais je vais pas. Alors, oui. La parole est à Philippe Géhin. J'ai une question sur la représentativité des associations de patients. J'ai un peu l'impression que l'univers des patients, c'est un peu comme la Corse. Il y a le canal traditionnel avec les associations de patients, les structures de pharmacovigilance de l'État, enfin tout l'appareil traditionnel. Et puis il y a l'apparition aujourd'hui des réseaux sociaux qui ont fait beaucoup de bruit avec l'affaire Levothyrox. Comment gérez-vous cette clameur qui vient des réseaux sociaux dans les associations de patients? Est-ce qu'il y a une sorte de veille, notamment pour les pathologies qui représentent beaucoup de patients? Est-ce que vous voyez ça comme une concurrence? On parle des clameurs non organisées? Oui. Je laisserai Gérard répondre sur les clameurs organisées. Non. C'est lui qui les organise. Non, mais on vient juste de sortir de la FM Téléthon, qui est typiquement de la communication organisée autour d'un but partagé auquel les gens adhèrent. Donc, implicitement, vous dites la communication non contrôlée de certaines associations de patients. Ben, ça ressemble à la société civile, en fait. Ça a eu lieu depuis Aide. Ouais. On est d'accord. C'était ça le grand mouvement. Avec Internet aujourd'hui, etc. Alors, je dirais, il y a la fonction des lanceurs d'alerte, pour aller plus loin, et une fonction reconnue comme indispensable dans nos sociétés. Les États-Unis sont allés jusqu'à l'institutionnaliser, puisque vous savez que la plupart des amendes fédérales qui ont été payées par des gros labos en échange au niveau fédéral, ce qu'on appelle des deals de justice, en échange de l'abandon des poursuites au pénal et en civil, sont des dossiers qui ont été instruits par des lanceurs d'alerte à l'intérieur de l'industrie, qui ont été financés entre 5 et, je crois que celui qui a gagné le plus d'argent a touché 25 millions de dollars. Le dollar est vert. Alors ça va. François Pesty, pharmacien. C'est ouvert, on m'entend? Oui. Pharmacien, expert conseil indépendant pour une prise en charge médicamenteuse mieux sécurisée, plus pertinente et plus efficiente. Alors, moi, je me suis tapé hier 4... comment on appelle ça transcriptions intégrales des réunions du 25 janvier, du 5 avril, du 3 mai 2017 sur un dossier emblématique dont je vais pouvoir parler puisque tout est sorti, qui est le Keytruda. Bon. Et j'ai deux questions que je vais avoir. Une sur la prise en compte des conflits d'intérêts et une deuxième sur un sujet vraiment d'actualité parce que ça va être votre lot quotidien. C'est la médecine personnalisée et les couples, tests compagnons, médicaments. Alors c'est le cas du Keytruda. Alors le Keytruda, et je me réfère plus finalement au communiqué de presse de MSD, qui cite finalement, sans la citer d'ailleurs, un abstract dans un congrès au Japon pour l'actualisation à 1 an et à 2 ans des taux de survie. Alors, on n'a pas du tout dans l'étude publiée dans le New England en octobre 2016 les répartitions des survies entre les patients, on n'a pas du tout les courbes de Gauss, etc. Moi, j'ai fait un petit calcul très simple. J'ai regardé le gain absolu de survie à 1 an et à 2 ans. Il est d'environ 15%. Ça veut dire qu'on a un NNT, un nombre de patients à traiter pour éviter un décès, qui est de 6.
Alors 6, ça veut dire qu'un patient qui a plus de 50% de cellules tumorales qui expriment PDL1, finalement, il n'a pas plus de chances d'avoir un sursis de 18 mois que de faire un 6 en lançant un D. D'accord? Quelle industrie peut être autorisée, quelle autre industrie peut-elle être autorisée à vendre des médicaments à des prix aussi exorbitants, des produits à des prix aussi exorbitants, 93 000 € par patient. Hein. Ça fait donc 550 000 € pour traiter 6 patients et avoir un survivant de plus à 25 mois. Bon, voilà, donc en vendant des produits aussi défectueux, parce que en fait ce qui est défectueux c'est peut-être pas le Keytruda, parce qu'effectivement il doit y avoir une population de patients qui va vraiment bénéficier d'une façon disruptive, hein. Mais le problème c'est le test compagnon. Alors j'ai lu moi dans la transcription intégrale le flou artistique qu'on a en écoutant les experts, hein, sur la pertinence des tests, sur leur fiabilité. Bon, il faut savoir qu'il y a eu des méta-analyses qui montrent qu'il y a très peu de couples tests compagnons médicaments qui ont prouvé... Bon. Oui, alors, ma question est la suivante, c'est la commission de la transparence ne devrait pas passer à côté de son rôle d'évaluer à la fois un médicament et un test compagnon. Parce que, bon sang... si on arrive à définir plus précisément la population qui vraiment... On est dans les biothérapies. Hein. Normalement, ça marche pas. Bon. Alors la deuxième question, donc c'est comment faites-vous pour prendre en compte la qualité du test? Bon, parce que c'est quand même important. La deuxième question, elle est très précise. Est-ce qu'au début des réunions, ce n'est pas le cas apparemment dans la transcription intégrale? On vous présente les liens d'intérêt des experts des firmes. Les 4 experts qui sont intervenus dans ces 4 réunions. Laurent Mignot, Claude Linassier, David Perrol, Frédéric Pénaud. Leur cas, j'ai été regardé sur Transparence Santé hier soir jusqu'à très tard parce que c'était 300, chacun en gros, hein, c'est 300 avantages perçus. Hein, j'ai pas fait les montants, mais et c'est 200 conventions signées. C'est-à-dire une par semaine. Une convention signée par semaine. Hein. Bon. Ces gens-là ne sont pas dignes de confiance. Ils ne sont pas dignes de confiance. Bon, parce que Gérard Viens est sorti d'ailleurs. Gérard Viens est sorti hein, parce qu'il a peut-être un tout petit conflit de rien du tout. Hein. Mais par contre, on fait rentrer des gens qui ont... On a compris que vous mettiez en cause là. Ah, attendez, non mais... Je sens rien, moi, j'attends la réponse. Les gens boivent du petit lait et puis voilà, ils ne savent pas que les gens qui s'expriment devant eux ont des liens d'intérêt massifs. C'est quand même embêtant. Alors, messieurs... Alors... Les liens d'intérêt de M. Viens sont vus par pharmacien expert indépendant. Moi, comme c'est connu partout, moi je sors chaque fois qu'il y a 2 laboratoires et que j'ai des liens d'intérêt. Donc je sors pour ces 2 laboratoires et je sors également lorsqu'il s'agit de produits en concurrence des produits de ces 2 laboratoires. Donc il m'arrive à sortir assez souvent d'ailleurs. Mais je veux dire, donc là je sors. Mais ce que je veux dire, en tout cas, pour les experts, on a lecture des conflits d'intérêts qui sont indiqués. Hein. Alors après, il y a un autre dernier problème qui n'était pas celui que vous évoquez parce que pour le cas, mais qui est, par contre, pour les maladies rares, il est quasiment impossible de solliciter des experts qui n'ont pas de lien d'intérêt. Donc, dans les maladies rares, en France comme ailleurs, il est reconnu la possibilité de faire venir un expert, on des cas, mais parce que sinon, il n'y aurait aucune expertise. Hein, on est bien d'accord. Je voudrais rajouter quelque chose là-dessus. Moi, il se trouve, l'histoire fait que j'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, je suis déçu quand Gérard sort, parce qu'il me manque. Bon, alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, ma position a évolué par rapport aux liens d'intérêt. On a cité par exemple quelques experts en qui j'aurais, en fin de compte, toute confiance. Pourquoi? D'abord parce que les liens d'intérêt avec l'industrie ne sont pas les seuls liens d'intérêt. Il peut y avoir les liens d'intérêt avec le développement d'une spécialité médicale qui peuvent introduire plus de biais encore, enfin potentiellement, que des liens avec l'industrie. Tu penses à des pathologies? Je pense à n'importe quelle spécialité médicale en disant ça. Non, mais tu as... Donc,
Ensuite, les gens qui déclarent les liens d'intérêt, enfin, je veux dire, l'absence de lien d'intérêt ne veut pas dire qualité, etc. Non. Et ensuite, moi j'étais dans un congrès où il y avait quelqu'un de KCE, qui est un organisme d'HTA belge, où eux, en fin de compte, ça marche assez bien parce qu'ils neutralisent les liens d'intérêt. Même si je suis, a priori, l'idée de neutralisation des liens d'intérêt, elle est venue en France par disant « Ah bah oui, comme je travaille avec tout le monde, je n'ai pas de lien d'intérêt. » Non, la neutralisation des liens d'intérêt dans KCE, c'est de faire intervenir dans la même pièce l'ensemble des parties prenantes. Et donc, d'ailleurs, c'est une question que je n'ai pas répondu, c'est quoi la démocratie sanitaire? C'est l'ouverture du débat en dehors d'un cercle fermé. Absolument. Que le CEPS ferait bien d'adopter très vite, parce que quand on est dans un cercle fermé sur des dossiers aussi lourds, immédiatement, il y aura une théorie du complot, il y aura une accusation de ce que Harvard Medical Law School appelle la corruption institutionnelle, ou que les économistes dans le temps appelaient la capture de la régulation. Donc on a intérêt à ouvrir. Et dans ce cadre-là, on se soucie moins des liens d'intérêt spécifiques, on ne regarde plus qui représente quoi. Parce qu'il y a une dimension psychologique de l'intervention de l'expert. Enfin, je veux dire, il y a des experts bourrés de liens d'intérêt en qui j'aurais absolument confiance, et des gens qui n'ont pas de liens d'intérêt, où je me dirais sur certains domaines, moi par exemple, il n'y connaît rien. Vous voyez ? Oui, mais le doute, il est le doute de l'esprit. Mais le doute, on ne pourra pas l'évacuer de l'évaluation scientifique médicale avant très longtemps. Ce qui n'est pas douteux, c'est que quand on a 6 patients acceptés pour avoir un résultat bénéfique, c'est l'avantage des firmes. Parce que, oui, mais c'est très bon ça, 6 pour 1. Oui. Il y a pire, tu me cites un truc extraordinaire. Oui, tu as raison. Un médicament qui arrête la mort programmée des cellules. Peut-être que si on prend, peut-être parce qu'on n'a pas les données, curieusement, et ça n'inquiète, personne n'a eu cette curiosité. Écoutez, la commission de la transparence, ça ne transparaît pas dans les transcriptions en tout cas. Si on monte le seuil à 75% ou 80%, peut-être qu'on aura là les seuls patients qui vont vraiment bénéficier du traitement. Alors on laisse l'industrie choisir, parce que c'est elle qui a participé à la définition des cut-off. Mais il faut faire avancer le débat. Donc on a besoin. Non mais attends, non mais oui, on a compris. Oui. Bon. C'est le principe d'une participation démocratique de l'expertise. Je veux dire, on a besoin de l'industrie, on connaît ses comportements, on a besoin des associations de patients, on connaît également de mieux en mieux leurs comportements, à condition qu'elles soient suffisamment aidées pour pouvoir s'exprimer. Mais non, mais donc personne n'a la science infuse. Et je dirais, entre le lanceur d'alerte et l'ayatollah, il n'y aura pas non plus de progression du dossier si on n'est pas dans un cadre constructif. Donc c'est compliqué. Et chacun a sa part. Chacun a sa part pour contribuer au débat, ce que François Pesty fait très bien dans un certain nombre de domaines, même s'il est irritant au bout du compte. Mais les travaux de François Pesty sont lus attentivement par énormément d'acteurs en France. Ses interventions orales, par contre, sont beaucoup trop longues. Très bien, ça prouve qu'il faut modérer à tous égards. Autre question? Alors, Gérard. Non, j'en aurais plein d'autres. Alors, je vais laisser la parole à la salle. Oui, je vais juste rebondir 30 secondes sur un point que vous avez signalé qui était très important, c'est effectivement les conflits d'intérêts négatifs. Parce qu'on pense toujours aux conflits d'intérêts positifs, mais on oublie complètement effectivement les conflits d'intérêts négatifs. Et ceux-là sont bien souvent bien plus importants et risqués qu'autre chose. Passons. Juste un petit point, c'est par rapport à la démocratie sanitaire. Il y a un point sur lequel je m'interroge, c'est dans quelle mesure, malgré tout, au final, un économiste de la santé et un médecin sont les plus à même à représenter les patients. C'est-à-dire que, je suis un peu provocateur en disant ça, mais il faut y aller un petit peu si on veut avancer. C'est-à-dire que la démocratie sanitaire, si on veut que les patients puissent vraiment se sentir dans ce qui est dit, il faudrait peut-être quand même qu'on puisse se dire qu'effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure sur la qualité de vie soit vraiment pris en considération. Que la problématique en cancérologie, la survie sans progression soit définitivement bannie pour qu'on puisse considérer que le point essentiel, c'est quand même la survie et pas les images.
Donc, dans quelle mesure un médecin va-t-il pouvoir aller à l'encontre de ses confrères, et un économiste de la santé va pouvoir aller à l'encontre du système d'économie qui a construit le prix des médicaments aujourd'hui, puisqu'en pratique, on sait bien que le prix des médicaments, il est basé sur des études de pharmacoéconomie qui se révèlent en général complètement fausses après dans la réalité. Je crois qu'ils ont compris la question, d'autant qu'elle les concerne. Ouais. Moi, je dirais sur la représentativité, Gérard en a parlé. D'abord, c'est un principe d'ouverture dans un cercle, donc que ce soit Gérard ou moi, on est en interaction constante avec les organismes qui nous ont délégués. Ça ne veut pas dire qu'on trahit le secret et la confidentialité de ce qui se passe et des échanges et des dossiers qu'on voit, mais on est là. Donc on est là et on les représente. Donc il y a déjà un principe d'ouverture. Et demain, ce sera pareil si quelqu'un est désigné par la société civile ou par des organisations de patients et d'usagers pour être au CEPS, que tout le monde espère. Bon, et après, comme l'a dit Gérard, il y a l'ouverture à la contribution des parties prenantes et des associations de patients. Ça a été mis en œuvre à titre expérimental avant l'été. Maintenant, c'est dans le marbre à la Commission de la transparence. La France ne fait pas partie des pionniers, mais on est vraiment peut-être le 4e, 5e pays à le mettre. Donc, on est dans les premiers. Et la réception par la Commission de la transparence a été extrêmement positive. Alors, il y a un biais. Les associations qui contribuent, en réalité, sont des associations expertes, anciennes, pas obligatoirement des très grosses associations, mais ça peut être soit des très grosses associations qui ont des moyens d'expertise assez étonnants, même au niveau international, soit des associations peu nombreuses, mais très pointues sur une pathologie. Et donc, c'est pris extrêmement au sérieux. Donc là, nous, on est confortés, c'est-à-dire on les représente d'une façon générale, mais la contribution des associations de patients se fait sous forme de papier, sous forme d'un dossier qui est lu par les analystes de la HAS. Donc cette expertise, elle va être mobilisée de plus en plus. Et donc vous avez, je parlais d'une association de patients sans la citer, qui demande à l'occasion, en aval de la CT sur la négociation d'un prix, d'avoir une étude en vie réelle de la qualité de vie pour l'ensemble des patients du pays, qui ne sont pas si nombreux que ça, qui sont connus, etc. quoi. Et qui arrive à réunir un nombre considérable en proportion. Donc ça, il y a une progression. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein, parce que d'abord, il y a des grosses associations qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent le faire, et qui font des travaux intéressants, qui ont aussi quelques conflits d'intérêts. Hein, nous sommes d'accord. Hein, de liens, pardon. Excuse-moi, de liens d'intérêt. Et donc c'est vrai, mais on le sait, et c'est pour ça que c'est très important de demander quel est le financement des associations qui vont déposer un dossier. Donc ça on l'a. Pour revenir à ce que disait Gérard, le CEPS devrait être preneur. Je lui donne, sans les citer aussi, il y a quelques associations qui se mobilisent sur l'accès universel, etc., qui perdent des contributions industrielles en ce moment. Bon, donc le problème, c'est... Oui, mais alors, est-ce qu'elles sont compensées ou pas? Est-ce que les moyens vont être compensés? Sinon, on est dans le scénario américain. Je vous rappelle que les seuls qui se sont opposés dans la lutte sur le Sovaldi, ce n'étaient pas les associations de patients américaines, parce qu'elles sont de notoriété, c'était dans le New England, trop largement financées, c'était les associations de consommateurs. Bon, et de la société civile. Donc il y a un équilibre à trouver, mais voilà, donc on peut être avec des liens d'intérêt et prendre des positions assez courageuses. Alors, oui, Anne-Hélène Lebec, je suis pharmacienne responsable chez GIFAR, groupement coopératif de pharmaciens d'officine. Vous avez parlé donc de la contribution donc, des associations de patients sur les maladies rares, mais sur des pathologies plus répandues comme le diabète, par exemple. Il y en a. Il y a eu des cas où il y a eu effectivement des médicaments ou des dispositifs médicaux qui ont été longs à venir sur le marché, alors qu'ils avaient une vraie innovation thérapeutique. Est-ce que les associations de patients, le diabète en ce moment c'est d'actualité avec les états généraux du diabète, vous savez, qui sont ouverts maintenant. Ah non, mais là c'est évident. Si vous prenez le diabète, ils sont très actifs. Dès qu'il y a un produit qui concerne le diabète, ils font une communication, enfin, ils remplissent un dossier d'évaluation, etc. Non, là, c'est l'exemple même. Ce que je dis, c'est des grosses associations. C'est pour ça que je faisais la différence. Je pense que la question se pose à vous. Vous êtes dans la commission de la transparence.
vous n'avez pas à débattre que des dossiers de pathologie rare, etc. Bien sûr, oui. Donc je pense que madame, la question qu'elle vous pose, c'est pas les associations de patients, c'est vous, en tant que représentant des associations de patients. Pas compris. Voilà, est-ce que vous avez été conduit totalement. Voilà, et dans ces cas-là, par exemple, sur les dispositifs médicaux, parce que ça c'est une autre commission. Ça, c'est pas nous. Ça va pas. Il n'y a pas de patients à la CNIL, c'est vrai. Non, c'est la CNIL, c'est pas nous. Mais il y a des représentants. Ah oui, il y a des représentants de patients aussi, oui. Alors, même avant la CT. Mais sur des médicaments, effectivement, disons innovants dans le diabète, est-ce que, dans ces cas-là, quel est le type de position que vous adoptez, vous, pour défendre le point de vue des patients? Alors là, non, nous ne mettons pas l'un par rapport à l'autre défendre. Non, pas du tout. Non, là, c'est absolument. Là, moi, ça ne me viendrait même pas à l'esprit de faire une différence. Nous, c'est chaque cas. C'est vraiment chaque cas mérite l'étude, etc. On ne va pas comparer l'un par rapport à l'autre. Maintenant, la question, c'est à quel moment on intervient pour juger du niveau de preuve. C'est ça qu'on nous demande. Et on a une voix à tous les deux, pour 21, si le quorum, je ne sais plus combien il est, ou sur 16 au minimum. Mais le gros du débat est sur le niveau de preuve, en réalité. Donc le niveau de preuve, on l'applique à... Je voudrais juste dire quand même que ce qui est reproduit dans le niveau de preuve, c'est à la fois des tendances historiques passées et internalisées, y compris dans la publication scientifique, des choix sociétaux. Oui. Juste, peut-être... pardon, j'avais deux questions. Tu as dit qu'il y avait un processus, finalement, de consultation des associations de patients qui étaient engagées, avec finalement une formalisation d'un dossier. Oui. Est-ce que c'est un mouvement qui doit engager les associations de patients à plus professionnaliser, finalement, leurs revendications en matière de qualité de vie, ce qui exige quand même pas mal de problèmes de formation, de méthode et d'argent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, je voudrais quand même vous challenger sur le CEPS. C'est une instance administrative dans laquelle un certain nombre d'administrations sont représentées. Auquel titre une association de patients ou des représentants d'associations de patients sont une administration, entre guillemets. Autrement dit, moi j'ai envie de vous dire, au CEPS, il y a une représentation de la Direction générale de la consommation et de la lutte et de la répression contre les fraudes. Ça suffit, il n'y a pas besoin de vous. Que vous soyez auditionné par le CEPS, c'est bien, mais c'est une instance administrative qui a un mandat du gouvernement pour prendre des décisions administratives. Alors je voudrais vous challenger un petit peu quand même là-dessus. Je veux dire que si tu continues là-dessus, il n'y a pas besoin d'avoir de représentation de patients puisque l'État c'est tout. Non, excuse-moi, la HAS est une institution scientifique autonome où les gens sont nommés à mais tu parlais du CEPS, je te dis. À ce moment-là, on dit, OK, il n'y avait plus rien. Nous sommes partie prenante. Nous sommes une partie prenante. Et il me semblait, au nom de la démocratie sanitaire, il me semblait que la partie prenante... Et surtout que, soyons clairs, les patients ne sont ni indifférents aux problèmes économiques et au fait que l'industrie doit vivre parce qu'on dépend de l'industrie pour avoir ces progrès qui arrivent. Donc, je veux dire, on n'est pas... Et on est sûrement à côté de l'industriel pour essayer de faire en sorte qu'on ne diffère pas dans des longs délais l'arrivée sur le marché des médicaments. Donc, je veux dire, je crois qu'il ne faut pas prendre comme idée que par définition, la participation des patients, je veux dire, au CEPS, ça sera une instance qui va être... Je ne crois pas du tout, je crois que c'est plutôt le contraire. Moi, je vais répondre. Je vais répondre à ma façon. C'est une instance exécutive. Oui, c'est une instance exécutive, administrative, qui obéit à un règlement négocié dans une convention avec l'industrie, qui porte dans l'impact va sur la définition de ce qui participe du secret industriel. Bon. Une fois qu'on a dit ça, tous les éléments sont réunis pour générer des mauvaises interprétations des décisions du CEPS dans la société civile et notamment dans les associations de patients concernés. Bon. Une fois que j'ai dit ça, il y a d'autres pays qui intègrent complètement les associations de patients concernés, non seulement dans la négociation des prix, mais y compris dans la gestion des appels d'offres. Québec, par exemple, sur l'hémophilie. Voilà. Je parle de l'hémophilie. Oui, non, mais c'est un pays... alors, après...
Bon, je connais celui-là récemment. Maintenant, non. Alors NHS, il y a NICE, il y a Invol, il y a au niveau de la politique de recherche médicale du NHS, il y a 30 représentants de la... Non, mais c'est NICE, il y a énormément de patients intégrés dans NICE. Oui. Mais l'organisme de fixation des prix du NHS, non? CEPS, oui, non. Non, mais je dirais... En Allemagne, non, c'est la négociation au niveau des assurances, etc. Ouais. Mais ils n'ont pas nos mêmes problèmes que nous. Peut-être au niveau de la région, parce qu'il y a une représentation politique théoriquement au niveau de la région, c'est une décision décentralisée politique. Alors, en Italie, c'est un peu comme l'Angleterre pour moi, c'est-à-dire c'est une décision politique de demander de serrer la vis. Bon. Assumer. En France, il y a un double discours. C'est pour ça que, au fond, ce qui est agaçant, c'est pas d'assumer, c'est pas de dire on va serrer la vis. Parce que d'abord, il faut être idiot pour ne pas l'avoir vu. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi ce discours n'est pas assumé, et pas assumé sur l'ensemble. Et dès lors qu'on parle de pertinence, c'est l'ensemble du parcours de santé, c'est l'ensemble des actes, quels qu'ils soient, qui devraient être impactés par la notion de pertinence, surtout par ceux qui en font profession de foi. Donc c'est pour ça qu'il y a en France un discours ouvert sur la solidarité, etc., et une réalité qui est ambiguë quand elle n'est pas dans la réalité un frein majeur. C'est voilà, à la différence d'un certain nombre d'autres pays où pour moi, l'enjeu, plus simple et plus clair. C'est qu'une instance comme le CEPS, dont la fonction d'arbitrage va évidemment évoluer sous la contrainte. Aujourd'hui, il y a 18 médicaments bloqués, et donc vous allez voir des pressions d'associations de patients pour sortir des médicaments, notamment dans les cas où ils sont déjà diffusés ailleurs et pas en France. Bon, où il y a eu un ATU avant. Donc le problème, c'est de partager au niveau de l'instance administrative ou politique la rationalité de la décision avec la société civile. Il y a plusieurs façons d'organiser ça. Mais une des façons qui, à mon avis, va se dégager, c'est de le faire avec les premiers concernés. Si les associations de patients sont, pour ce qui les concerne, sont en dehors du champ de la négociation, si on leur oppose dire vous pouvez pas avoir l'information parce que c'est du secret industriel. Ce que Planel est obligé de dire, et il a raison de le dire, parce que s'il dérive, il va avoir un recours, un tribunal. Je pense d'ailleurs que quand des décisions du CEPS sont faites, la nuit, les avocats, si c'est des boîtes américaines, travaillent la nuit et le lendemain, il a le retour. Donc il est vraiment dans des marges extrêmement étroites. Mais si on continue comme ça, il y aura des incompréhensions majeures sur la rationalité des décisions du CEPS qui risquent d'être dangereux pour l'ensemble des parties. Oui, moi, je vais revenir sur un mot là, qui m'a fait réagir, je ne voulais pas réagir, diabète. Vous avez dit que vous étiez très proactif sur le diabète, je n'en conviens pas. Vous savez qu'il y a une classe thérapeutique qui est commercialisée partout en Europe, avec des avis justement des réactualisations de l'HAS, qui ne vous a pas échappé, et qui ont conduit sans doute le CEPS à ne toujours pas mettre sur le marché cette classe de médicaments, qui est partout en Europe. Et là, les mécanismes des mises à jour de l'HAS, des tergiversations de l'État, bien entendu, je ne parlerai pas des pressions politiques, ça fait quand même un peu désordre. Voilà, de ce côté-là, nous intervenons après les choix qui sont faits. Le résultat est là. Non, on intervient avant. Après, il y a très peu de chances que la CT, mais c'est arrivé, sur des choses évidentes et un avis différent. Alors on peut graduer, mais ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas arrivé. C'est les médicaments dont l'efficacité est reconnue. Oui, alors après, non, mais alors on parle de lien d'intérêt. Je veux dire, les sociétés savantes aussi peuvent s'opposer à des décisions de la NSM, de la HS, au nom de la sacro-sainte liberté de prescription. En même temps, ça n'empêche pas Dominique Martin de dire publiquement que le hors-AMM est devenu un sport national. Question très courte. Secret industriel à la commission de la transparence. Pourquoi une firme comme MSD, par exemple, floute le nom du chef de projet de la HAS? On ne sait rien. Je ne sais pas. Réponse, je ne sais pas. Dans les verbatims? Ou dans quoi? Le chef de projet qui présente le dossier, son nom est flouté. Ah, ça c'est une décision du règlement intérieur de la HAS pour les protéger. Oui, absolument. Non, mais attendez, c'est marqué en travers, occultation sous la seule responsabilité de la firme. En plus, accusé. Il y a un temps de proscription intégrale.
Ce qui est flouté, il y a peu de choses floutées quand même, il faut reconnaître. Non, nous on peut être exposé dans les verbatim. D'abord, on est 21 et vous avez des votes, c'est pas... Donc, etc. Par contre, les gens de la HAS qui travaillent sur l'instruction des dossiers n'ont pas besoin d'être exposés. Alors, question suivante. Oui, bonjour, Mickaël Seton, Janssen. J'ai une question assez pragmatique. Depuis la mise en place de ce processus de contribution des associations de patients, que ce soit au niveau des comptes rendus de la commission ou des sténotypies, on a beaucoup de mal à retrouver l'information de finalement qui a contribué et qu'est-ce qu'ils ont dit. Et alors des fois, ce qui est assez intéressant, c'est très développé, notamment par vous, et d'autres fois, on a à peine une phrase du « by the way, vous avez eu un dossier ». Dans le rapport, dans le bilan de la HAS, il est dit que normalement, il doit y avoir une procédure qui doit être mise en place pour un petit peu mettre en place une procédure habituelle de prise en compte de ce dossier. En plus, normalement, les publications devraient être mises à côté des avis de la commission, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit un vieux pieux. Et il y a un tableau aujourd'hui qui est en train d'être mis en place pour justement connaître les produits pour lesquels vous avez eu une contribution. Ma question, d'une manière très pragmatique, c'est est-ce que demain, à terme, c'est un affichage qui va se mettre en place? Parce qu'en tant qu'industriel, je pense que c'est une information qui est extrêmement importante et pertinente pour nous, que ce soit pour l'accès au marché, justement prendre en compte finalement la vision des patients sur comment les aider, comment eux vont interagir avec le produit. Et derrière, ça nous permet parfois de comprendre peut-être un positionnement de la commission qui nous est incompris parce que nous n'avons pas justement l'origine de l'information. Il est prévu de mettre en ligne les contributions des patients. Dans la recherche de symétrie, beaucoup d'associations de patients demandent d'avoir accès aux dossiers industriels soumis à la commission de la transparence en amont. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Donc ils sont juste Je fais mon lanceur d'alerte. C'est prévu pour quand? Alors non, après il y a un autre problème, c'est les délais de mise en ligne. Oui, mais ça, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. On ne parle pas au nom de la HAS ici. Juste par rapport à la démocratie sanitaire et la place des associations de patients par rapport aux médicaments. C'est-à-dire que comment faites-vous dans un pays où le médicament est le responsable de tous les maux, alors qu'en fait on sait bien que c'est l'hôpital qui coûte le max. Comment faites-vous pour revaloriser en pratique l'importance du médicament, alors qu'on sait bien que ça coûterait bien moins cher de traiter comme il faut et d'avoir une meilleure observance plutôt que d'envoyer les patients à l'hôpital après? L'observance, ça passe après la pertinence, pour moi, c'est lié. Donc parlons pertinence et après parlons observance, parce que si on ne parle pas pertinence sans observance, le nombre d'effets secondaires évitables va augmenter. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne crois pas que le médicament soit responsable de tous les maux. Après, on a des comparaisons internationales sur le recours au générique. La France est un pays qui continue à bien payer l'innovation. L'ATU, je crois que la dépense d'ATU est passée de 175 millions d'euros en 2015 à 417 millions d'euros en 2016. Donc ça reste un environnement très favorable. Les associations de patients continueront à se battre pour avoir accès à l'innovation. Évidemment, c'est même leur ADN d'ailleurs, en grande partie, mais sont plus en plus intéressés par l'organisation des soins, sont très intéressés par l'accès et sont très intéressés, et mettent comme priorité aussi de garantir un système d'assurance universelle où le reste à charge soit contrôlé, qui est une des caractéristiques positives du système de santé français. Donc moi, quand j'entends, là où je pense que les industriels prennent des risques, c'est quand ils développent un discours de capture de la chaîne de valeur. Dans l'absolu, on ne devrait pas entendre ce discours. Le problème, c'est le service rendu. Donc, quel service rendu? Moi, ça ne me gêne pas, à un moment, dans la destruction créatrice, si le marché total du médicament baisse et si on paye très bien l'innovation. Mais ce n'est pas le discours qui est convoyé. Le discours qui est convoyé, c'est on ne coûte que 20%. Et en même temps, demain, pour justifier nos niveaux prix, il faut qu'on prenne encore plus de la chaîne de valeur. Pourquoi pas monter à 30%? C'est un peu ce que j'entends. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Quand même. Non, la e-santé, je ne peux pas vous laisser dire ça. La e-santé, c'est tellement. Je ne peux pas vous laisser dire ça comme ça. La e-santé, ça, c'est un discours de tribune, mais c'est pas un discours aussi responsable que nécessaire. Parce que quand vous dites
parce qu'on vous balance soit ambulatoire. On balance la TU, il faut la supprimer parce que vous avez donné des chiffres tout à l'heure dont le niveau est important, mais dont la suite fait que, forcément, s'il faut rembourser toutes les ATU parce que la SMR n'est pas au rendez-vous et que, on va avoir un certain nombre de difficultés. Mais on ne peut pas avoir le sentiment qu'il n'y a que l'enveloppe médicaments et dispositifs médicaux qui soient observés au scanner, et puis de l'autre côté, que tout le reste du système soit, bon an, mal an, passant entre les gouttes. Voilà, il y a un moment où si on veut avoir le discours que vous tenez, et qui peut être pertinent, si j'ose dire, il faut le prendre sur l'ensemble du système, mais pas seulement sur un petit bout, parce que ce petit bout, il y a des industriels, alors que l'autre, il y a des individus. Par exemple, quelle va être la rentabilité nette d'un opérateur qui investit dans la réorganisation des soins? Il s'appelle l'État, il s'appelle... Non, il s'appelle aujourd'hui racheté par une chaîne australienne, il s'appelle aujourd'hui Elsan. C'est quoi la rentabilité d'Elsan, monsieur Hanoun? On va la comparer à la rentabilité de l'autre acteur de la chaîne de valeur. Moi, je voudrais que l'incitation dont le médicament a bénéficié, et aujourd'hui, on voit les résultats de 30 ans d'incitation positive. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui arrivent sur le marché, c'est clair. On la partage avec ceux qui veulent réorganiser le système. Est-ce que je peux poser une question qui n'est pas à vous, intuitu personnel, ni à vous en tant que membre de l'ACT, mais plutôt en tant que connaisseur des associations de patients? Comment ça évolue au fond dans les associations de patients? Comment évolue éventuellement leur perception des études médico-économiques et des calculs coefficacité en fait dans l'évaluation des produits de santé en général, hein, pas que des médicaments? Est-ce que c'est encore un ovni? Est-ce que c'est quelque chose qui peut les intéresser au sens où ça permet de voir comment des arbitrages sont faits entre pathologies ou entre choses ou pas? C'est quoi ton sentiment, Gérard, là-dessus, et Jean-Pierre? Est-ce que tu as le sentiment que les choses évoluent ou c'est encore très très nébuleux? Si je parle maladie rare, on s'en fout. Oui. Enfin, je ne veux pas qu'on s'en fout, mais je veux dire, ce n'est pas leur préoccupation, et donc je ne veux pas répondre. Par contre, quand tu as des grandes associations sur des maladies qui sont loin d'être rares, là, je crois qu'il y a une évolution. Moi, je trouve qu'il y a une évolution, il y a une acculturation importante dans les grandes associations. Moi, c'est ça, je constate. Ça va plus loin, ça veut dire quoi? L'acculturation dans les grandes associations. On regarde les résultats. On regarde les résultats. On lit les avis d'efficience. Et on se met et on mobilise des gens pour expliquer les choses, etc. Je veux dire, c'est pas, ils ne sont pas en dehors de la réflexion économique, pharmaco-économique, médico-économique. C'est le cas d'une position de la Ligue nationale contre le cancer, par exemple, récente, sur le prix du médicament. C'est vrai. Alors, mais la position sur le prix, c'est pas la même chose que la position sur les études coefficacité. Je te rappelle que tu as l'excellent ratio coefficacité avec des prix très élevés. Alors après, on peut emmerder, quoi. Pour parler d'acculturation comme Gérard, enfin, je veux dire, c'est une vue optimiste. Bon, il y a d'autres enjeux, par exemple, autour de la gestion des données au niveau des associations. Bon, donc, alors, le problème, c'est quelques rares très grosses associations pourront éventuellement staffer, comme on dit. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres, quoi? Parce que chacune dans son... On se dit, j'allais dire, quand est-ce que France Asso Santé recrute 5 data scientists, par exemple? Ça, il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Donc, ça reste quand même... Oui, et puis je dirais, donc, pour les connaître, il y a beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas toujours beaucoup de ressources. Donc, c'est encore un peu fragile, quoi, la démocratie sanitaire. Et ça le restera toujours, à mon avis, pour plein de raisons. Bien, écoutez, on va vous remercier d'avoir accepté.